Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un autre épisode du podcast Jamais assez. Aujourd'hui, je vous gâte, je me gâte et je vous parle du Trek Madone 2025, 8e génération. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du Trek Madone, mais je vais surtout utiliser l'évolution de ce modèle-là pour vous parler de ce qui se passe présentement dans l'industrie, puis vous donner des judicieux conseils. J'ose prétendre que je vais vous donner des judicieux conseils pour magasiner un vélo, puis des judicieux conseils surtout pour réussir à être confortable sur votre vélo. Donc, je vais vous parler bien sûr de l'évolution de ce modèle fort, le Trek Madone, qui existe depuis 2003. Je vais vous expliquer l'origine du nom Madone, mais je vais aussi aller plus en profondeur dans le côté geek, la géométrie, l'influence que la géométrie a lorsque je veux faire un travail de bike fitting, par exemple, avec vous sur le vélo, puis avec tous les étudiants qu'on forme à travers la francophonie, on a un impact significatif de l'industrie sur le positionnement de nos cyclistes et c'est ça que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. Sans plus tarder, c'est parti. Chères auditrices, chers auditeurs, sans plus tarder, Madone 2025, 8e génération. Oui, on est rendu à la 8e génération du Trek Madone 2025. Et ce qu'on a, c'est un vélo qui existe depuis 2003. Le Trek Madone, c'est le vélo aéro. Savez-vous d'où ça vient, Madone? Madone, ça vient de notre vieux chum, notre bon vieux chum. Est-ce qu'on le considère comme un bon vieux chum? Ça, la question reste à débattre. On a affaire à Lance Armstrong qui s'entraînait dans un col en France, le col de la Madone, et c'est ce nom-là qui a été donné au modèle de chez Trek à l'époque où M. Armstrong était sponsorisé par Trek. Donc, le Trek Madone date des années, la première édition, ça a été en 2003. On est rendu maintenant à la 8e génération de Trek Madone. Donc, chez Trek, le Madone, c'est leur vélo aérodynamique. C'est un vélo qui a été utilisé et qui a beaucoup évolué au fil du temps. En 2003, il faut se rappeler qu'on était au début de l'époque du carbone. Et aujourd'hui, on se retrouve à la fin de l'année 2024, début 2025, avec une nouvelle itération, la 8e génération. Ce qu'il y a de plus surprenant, de plus fou avec ça, ben, c'est quoi avec le Madone 2025? C'est que le Madone 2025 vient fusionner deux modèles. Je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous le savez? Parce qu'avec l'arrivée du Trek Madone 2025, il y a un modèle de chez Trek qui ne se fera plus. Je vous laisse. On va faire un petit décompte. 3, 2, 1. Quel est le modèle qui n'existera plus suite à l'arrivée du Trek Madone 2025? Eh bien, c'est le Trek Emonda. Le Trek Emonda, il faut faire attention, le modèle SL et SLR en carbone ne sera plus disponible. Et donc, le modèle Madone 2025, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la fusion du climbing bike, donc du vélo léger qui est fait pour la montée, qui était traditionnellement chez Trek le Trek Emonda, et la fusion avec le Trek Madone, qui est le vélo aérodynamique de chez Trek. Donc, ce qu'on a voulu faire en 2025 avec la 8e génération, c'est de combiner les qualités et d'offrir un vélo ultime avec toutes les caractéristiques possible, désiré chez les cyclistes, donc la légèreté, mais aussi l'aérodynamisme. Donc, à partir du Madone 2025, il ne sera plus possible de se procurer un Trek Emonda en carbone. Donc, le Emonda SL et SLR ne sera plus disponible à l'achat pour nos passionnés qui aimaient ce vélo léger et qui aimaient ce vélo qui était responsive, très réactif. J'ai eu beaucoup de clients en clinique, beaucoup de cyclistes qui adoraient le Trek Emonda pour ses caractéristiques très nerveuses, très racing. Et je vais en parler dans cet épisode du changement au niveau du comportement routier de ce vélo-là. Donc, sans plus tarder, je veux faire la comparaison entre le Trek Madone et un autre modèle de chez Specialized. Alors, deuxième question du jour. Chez Specialized, quel est le modèle qui a fait la même chose? Dans quel modèle chez Specialized on a fait la fusion de deux modèles en éliminant le modèle aérodynamique? Je vous laisse réfléchir. Petit décompte. 3, 2, 1. À partir de 2021, 2022, 2023, on a vu l'apparition des modèles Tarmac SL7. Le Specialized Tarmac SL7 est venu faire la fusion entre le modèle aérodynamique de ces Specialized qui a lui-même, dans le fond, pris la place du vélo aérodynamique qui était le Venge. Donc, à partir du Tarmac SL7, on a vu la disparition du
Specialized Venge, qui était le modèle aérodynamique. Donc, ce qu'ils ont fait chez Specialized est un petit peu différent de Trek, c'est-à-dire que Trek, c'est le aérobike qui est devenu le climbing bike. Et chez Specialized, ce qu'on a fait, c'est que l'ancien climbing bike, qui était le Tarmac SL, le racing bike, est devenu aussi le aéro. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce qu'il faut savoir que chez Specialized, ils ont aussi sorti le modèle ultra léger quelques mois plus tard qui a pris la place du climbing bike, donc le Ethos qui a pris la place du climbing bike. Bon, revenons à nos moutons, mais sachez que dans l'industrie, comme je vous avais dit, j'utilise ce podcast-là pour un prétexte pour analyser ce qui se passe dans l'industrie et le move, la décision stratégique de chez Trek de combiner le Emonda et le Madone en un seul modèle, bien, c'est pas juste eux qui ont décidé de faire ça. Ça a déjà été fait chez Specialized il y a de ça environ 2 à 3 saisons en fusionnant le Venge avec le Tarmac qui est devenu Tarmac SL7 et maintenant on est rendu avec le Tarmac SL8. Donc, c'est vraiment la fusion des modèles. Pourquoi cette décision? OK, là, après ça, la question, c'est là que je veux en venir. C'est pourquoi les grandes compagnies de vélo qui sont les mieux consolidées comme Trek et Specialized prennent cette décision-là. Bon, il y a plusieurs choses. C'est sûr qu'en ce moment, lorsque l'industrie a besoin de consolider ses marges dans un monde de vélo qui est changeant post-COVID, il va falloir qu'on puisse augmenter la marge de profit, mais surtout diminuer les coûts. Donc, une des choses, je crois, judicieuse du point de vue stratégique business, c'est de réduire les coûts de production en gardant un seul modèle très haut de gamme. Puis là, il faut savoir très haut de gamme. En fait, on parle de budget parce que le budget pour un Trek Madone 8e génération, bien, on va parler d'un vélo qui peut monter jusqu'à 25 000 US pour un Project One. Donc, on a des vélos qui sont extrêmement dispendieux. Trek n'est pas les seuls à faire ça. Mais on est dans une valeur perçue. Puis ça, c'est mon deuxième point aussi. Je pense qu'en combinant des caractéristiques du Trek Emonda et du Trek Madone en un seul vélo, bien, j'ai l'impression qu'au niveau marketing, c'est plus facile d'augmenter la valeur perçue d'un vélo lorsqu'il combine toutes les caractéristiques de toute la flotte disponible. Fait que finalement, si on dit finalement votre aérobike devient aussi léger que votre climbing bike, vous avez le meilleur des mondes, bien, on peut justifier une augmentation de prix et donc améliorer les marges tout en diminuant nos coûts de production, ce qui est non négligeable dans une industrie en changement comme l'industrie du vélo post-COVID, comme on le mentionnait, avec l'arrivée des modèles aussi de vélos électriques qui prennent beaucoup de place dans la stratégie des fabricants de vélos puisque l'explosion de la demande est surtout dans le vélo électrique. Donc, je pense que ça n'a pas sous-estimé cette augmentation-là de la valeur perçue, probablement en combinant des modèles, la réduction des coûts de production, puis bien sûr, la qualité de ces vélos-là continue de s'améliorer. Si on essaye probablement un Trek Madone 8e génération, effectivement qu'on se retrouve à avoir quelque chose de beaucoup mieux que les Monda et que le Madone précédemment combiné. L'autre chose très importante, pourquoi prendre cette décision? Pourquoi on peut se permettre de ne pas continuer de baisser le poids de notre climbing bike, par exemple, puis faire des vélos qui sont disponibles au grand public à, par exemple, 5,5 kg, par exemple. OK, ça se fait là. On peut faire un vélo très, très, très léger. Pourquoi on ne le fait pas chez les manufacturiers? Eh bien, c'est à cause des règles de l'UCI, l'Union cycliste internationale, n'a pas changé le poids réglementaire minimal des vélos depuis de nombreuses années. Et on va se faire une autre petite colle. Donc, à combien de kilos se situe présentement la limite de poids pour les vélos minimale chez l'UCI? Donc, petit décompte encore une fois. Faites votre guess. Je veux aussi la décimale après la virgule, s'il vous plaît. La bonne réponse, c'est X kilos avec la décimale. 3, 2, 1. Donc, la réponse est 6,8 kg. Présentement, la limite de poids inférieur à l'UCI pour pouvoir utiliser un vélo, c'est 6,8 kg. Puis l'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que pour avoir un vélo qui race sur les World Tours, sur le Pro Tour, sur le Tour de France, par exemple, il faut que ce vélo-là soit fait en production et disponible au grand public. Donc, au niveau de la manufacture, c'est important pour les fabricants de vélos qui veulent se retrouver commanditaires de pouvoir rouler sur ces courses-là. Et donc, pour rouler sur ces courses-là, les modèles doivent être disponibles au grand public. Ça, je pense que c'est une information très importante qui influence grandement la culture cycliste. C'est-à-dire qu'au contraire, par exemple, des Formule 1 qui sont faites pour rouler juste sur les pistes de Formule 1, dans le monde du vélo, les vélos qui sont les Formule 1 utilisés par les athlètes
les meilleurs athlètes de la planète, sont aussi des vélos qui doivent être disponibles au grand public. Ça répond, puis ça aide grandement l'industrie, ça aide grandement le marketing, puis la distribution, puis plein de choses qui viennent avec ça, mais c'est important de comprendre que lorsqu'un vélo est utilisé sur le Pro Tour, il doit être disponible au grand public. Et l'autre chose, comme je vous disais, de 6,8 kg, la limite de poids inférieure n'a pas changé depuis de nombreuses années. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que maintenant, on est capable de fabriquer puis de sortir des vélos à 6,8 kg beaucoup plus facilement qu'il y a 10, qu'il y a 15, qu'il y a 20 ans. Donc, maintenant, de se rapprocher de la limite de l'UCI, c'est très faisable sur des vélos un grand volume de production, de manufacture. Donc, ça a un impact aussi. Si l'UCI avait pris une autre décision par rapport au poids minimal des vélos, bien, peut-être qu'on aurait vu, encore une fois, une segmentation du marché, puisqu'on aurait eu intérêt à faire des cadres toujours plus légers pour se rapprocher de cette limite de poids inférieur et permettre aux cyclistes professionnels de tirer avantage de ce gain marginal au niveau du poids. Donc, jusque-là, on est en train de décrire qu'est-ce qui se passe avec le Madone 2025 et l'impact dans le fond culturel sur l'industrie du vélo de certains choix, par exemple au niveau de l'Union cycliste internationale. L'autre chose que je voulais vous parler par rapport au Trek Madone 2025, ben il y a plusieurs choses. Là. Je me suis fait un petit document préparatoire parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce vélo-là. C'est un vélo qui a tellement de vécu. Donc, si on regarde au niveau du poids, on est proche d'un Emonda SLR, mais à quelques grammes. Donc, on se rapproche là, dans les 50-60 grammes pour une taille 56. On est à 65 grammes près de notre Trek Emonda SLR. Donc, le modèle aéro devient pratiquement aussi léger que notre modèle de grimpe, notre modèle plus léger. L'aérodynamisme optimisé, ça c'est intéressant. Vous allez remarquer sur le nouveau Trek Madone 2025 8e génération que les tubes sont plus fins et donc qu'on économise de la quantité de matériel, la quantité de carbone sur ce vélo-là en ayant des tubes plus minces qui sont tout aussi aérodynamiques. Une des choses aussi qui a vraiment grandement amélioré l'aérodynamique sur les nouveaux Trek Madone 8e génération 2025, c'est l'utilisation de gourdes spécifiquement conçues pour le vélo qui favorisent l'aérodynamisme. Puis une des choses qui ressort beaucoup dans les documents marketing qui ont été distribués à l'industrie, que l'industrie a distribué au grand public, c'est le fait que ce vélo-là a été analysé en tenant compte du cycliste sur le vélo, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que lorsqu'on parle d'aérodynamisme cycliste, souvent on parle des cadres qui sont aérodynamiques, mais je pense qu'il ne faut pas oublier. Je vous plug ici les nouvelles gourdes Physio-Vélo pour aller plus vite. Petite pause, gorgée d'eau. Donc, les gourdes plus vite sont disponibles à la clinique si vous voulez venir chercher ça. Donc, ce qu'on disait, c'est que l'aérodynamisme, lorsqu'on calcule l'aérodynamisme d'un cycliste, il ne faut pas juste calculer le vélo, il faut calculer l'ensemble avec le cycliste sur le vélo. Et c'est ça qu'ils ont fait pour le Trek Madone 2025. Donc, on a des bidons RSL qui sont spécifiquement conçus pour améliorer l'écoulement de l'air. L'autre chose, le confort est accru. Le Trek Madone, vous serez sans surprise, peut-être que vous êtes au courant, mais il y a toujours le petit trou là, pour glisser votre pain-baguette. Là. C'est très important pour la bouteille de vin, le pain-baguette ou tout autre matériel qui peut rentrer dans ce trou. Le Isoflow, le trou qui permet d'améliorer, dans le fond, l'absorption des vibrations. Vous le savez, on en parle souvent. Moi, j'en parle souvent avec les clients en clinique. Les clients me rapportent que le Trek Madone, c'est l'un des vélos les plus confortables qui ont roulé et la tradition se perpétue avec le Trek Madone 2025 8e génération. On a un vélo qui est très, très confortable et le trou dans le tube de selle, finalement, qui vient faire la jonction entre le tube de selle, le tube horizontal et les haubans, on se retrouve à avoir un trou qui s'appelle le Isoflow. C'est une technologie développée par Trek et qui est encore plus performant au niveau de l'absorption des vibrations. Par contre, vous savez à quel point je suis en colère. Je suis en colère contre les cockpits intégrés. Je suis en colère contre les cockpits intégrés, mais je suis aussi en colère contre le Isoflow. Je ne suis pas en colère contre le Isoflow spécifiquement. Là. C'est très confortable, ça absorbe bien les vibrations, sauf que, ce faisant, cette pièce-là amène des conséquences au niveau du positionnement cycliste. Puis c'est ça qu'on va parler un petit peu aussi là, dans cet épisode-là. Le Isoflow, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer la tige de selle. On a un système qui est particulier chez Trek. Et ça veut dire que lorsqu'on achète un vélo chez Trek avec un trou
le Isoflow, pour mettre notre pain baguette, eh bien, on est restreint parce qu'on ne peut pas rentrer la longueur de la tige de sel comme on veut. On a une certaine marge de manœuvre qui est prédéfinie pour chacun des cadres puis chacune des longueurs de tige de sel. Donc, chez Trek, on vend des longueurs de tige de sel différentes qui sont à acheter et qui viennent d'emblée avec, par exemple, les modèles small, ils viennent avec des plus courtes et les modèles de grande taille. On va aussi parler des tailles là, au niveau du Madden. Il y a eu des petits changements qui ont vraiment un gros impact, je trouve, sur la capacité de positionner des cyclistes de manière confortable. Mais si on revient à notre tige de sel, la tige de sel se fait en général en deux grandeurs différentes et avec une option de 2 reculs, 2 setbacks du chariot de sel. Donc, encore une fois, on se retrouve à avoir un enjeu de pièces lorsqu'on veut faire un changement de position qui parfois demande, je vous le dis, là, ça arrive souvent en clinique lorsqu'on a ces vélos-là de très haut de gamme, de commander une tige de sel spécifique pour le vélo pour que la compatibilité permette l'ajustement et le changement de la position cycliste. Et ça vient avec des frais, puis ça vient avec un délai aussi, parce que lorsque vous allez commander la pièce, bien, on ne pourra pas finir le positionnement lors de la séance, puisqu'on n'aura peut-être pas la pièce. Donc ça a un impact. Je veux que tout le monde soit consentant lorsqu'ils font cet achat-là. Je veux que ce soit éclairé. Je fais une petite aparté. J'ai un ami avec qui je m'entraîne qui est avocat, puis qui m'expliquait les 3 règles du consentement. Maintenant, l'état de la loi, c'est qu'un consentement, ça doit être éclairé, enthousiaste et continu. Alors, je sors un peu des sentiers battus, mais ça, c'est important pour moi parce que quand les gens s'achètent un vélo, je veux absolument qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. Donc, il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent et mon but, c'est de vous éduquer et je veux que la personne qui s'achète ce vélo-là soit vraiment le jugement éclairé puis qu'elle comprenne les conséquences de faire ce choix-là. Parce qu'il y en a effectivement des conséquences lorsqu'on s'achète un vélo qui est hautement technologique avec des pièces très, très, très spécifiques. Bien, on a un impact probable sur notre positionnement. Si on veut faire des changements, bien, ça va coûter de l'argent. Il va y avoir des délais, puis on va être dépendant de la compagnie pour nous fournir ces pièces-là. Quelques années plus tard, on espère que ces pièces-là sont toujours fournies. Donc, petit aparté sur le consentement, toujours pertinent d'en parler. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour vous rappeler, on est en train de parler du Trek Madden, puis c'est super geek, j'espère que vous aimez ça. Moi, en tout cas, ça a été une réflexion que j'ai faite pendant plusieurs mois. Vous l'avez peut-être écouté, vous l'avez peut-être reçu aussi dans notre infolette. C'est vraiment un épisode que j'ai apprécié. Bref, tout ça pour vous dire que des Trek Madden, j'en vois en clinique et que présentement, c'est le meilleur moment pour venir en clinique. À l'automne-hiver, là, c'est le moment où est-ce que vous avez besoin d'être confortable sur votre off-season parce que sur votre rouleau d'entraînement, sur votre base d'entraînement, vous êtes très statique. Et en plus de ça, en plus d'avoir plus de douleur souvent sur votre vélo, bien, sachez qu'il y a moins d'attente en clinique. Fait qu'en ce moment, vous appelez à la clinique 450-486-3888. Vous parlez à Julie, l'incroyable Julie à la réception, l'administration qui fait plein de choses. Elle va pouvoir vous aider à prendre rendez-vous rapidement. Les délais, c'est 1 à 2 semaines. Donc, vous pouvez faire en ligne. Vous pouvez cliquer en ligne. Il y a un lien sous la vidéo. Ou vous pouvez nous appeler 450-486-3888 et venir en clinique. Que ce soit pour vos bike fit ou vos blessures musculo-squelettiques, vos petits et gros bobos, notre équipe vraiment d'expérience a tout ce qu'il faut pour vous aider, pour vous guider, pour vous accompagner dans la reprise du sport ou dans l'amélioration de votre confort puis votre performance. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir en clinique. C'est le meilleur moment. Il n'y a pas trop d'attente. Puis notre équipe est disponible pour vous aider. Donc, on se voit en clinique. Sur ce, je vous laisse avec les derniers 20 minutes de l'épisode sur le Trek Madden 8e génération. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et si vous avez aimé ça, ben laissez-nous le savoir. Comme ça, on va en créer plus du contenu geek. Comme ça va me faire plaisir. Puis donnez-moi donc le nom là, d'un vélo que vous aimeriez que j'analyse. Ça va être intéressant. Moi, j'aimerais savoir vos suggestions. Vous me donnez tout le temps des bonnes idées. Alors, voilà, c'est terminé pour la petite pub. Merci de votre confiance. Je vous laisse avec la fin de l'épisode. Ciao! Donc, on continue notre exploration du Trek Madden 2025, 8e génération. Je vous avais dit qu'on allait parler des tailles. OK? Bon, les tailles, vous le savez, si vous êtes un habitué de Trek, ben, une des choses qui est vraiment bien chez Trek, c'est que les tailles sont faites chez le Madden, chez les Monda, étaient faites en 8 grandeurs. Donc, on avait les tailles, je les ai sorties ici pour vous faire un petit comparatif. On avait les tailles 47 cm, 50 cm, 52, 54, 56, 58, 60 et 62 cm. Donc, on avait 8 tailles de cadre jusqu'à l'année passée parce que avec le Trek Madden 2025 8e génération, on est passé de 8 tailles de cadre à 6. Ça a un impact significatif pour la réduction des coûts de fabrication, bien certainement au niveau de la production des vélos, puisqu'on a 6 moules au niveau de la fabrication du carbone au lieu de 8. On a moins
d'inventaire parce qu'on a moins on a moins de taille en inventaire. Donc, on a quelque chose de plus facile à écouler. Puis, le coût de la production est plus bas parce qu'on a moins de moules, parce que chaque moule pour produire du carbone coûte beaucoup d'argent. Donc, on passe de 8 tailles à 6 tailles. Et maintenant, nos 6 tailles ne sont plus en centimètres. On se retrouve avec du X-small, du small, du medium large, du large et du X-large. Donc, on se retrouve avec 6 tailles. Et chez Trek, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a transmis comme information, c'est que maintenant, il y avait un meilleur range pour fitter les cyclistes avec ces 6 tailles-là que précédemment avec les 8 tailles. Eh bien, je suis allé faire un petit tour sur les fiches de géométrie. Et si on s'attarde à une des mesures, c'est un survol bref, mais si on parle du Effective Top Tube, lorsqu'on avait le 47 cm, par exemple, le vélo de plus petite taille dans le Trek Madden, précédemment, on avait un Effective Top Tube de 51,2 cm. Et lorsqu'on était dans le modèle le plus grand, le 62, on était dans un Effective Top Tube de 59,8 cm. Donc ça, c'est la longueur du tube horizontal sur le dessus lorsqu'il est mesuré comme un effectif, comme un tube horizontal virtuel qui serait parallèle au sol. Par contre, donc là, on est 51,2 jusqu'à 59,8. Lorsqu'on se retrouve sur le nouveau Trek Madden 2025, 8e génération, la même mesure, la taille la plus petite, le X-Small, se retrouve à faire 51,7 de Effective Top Tube et la plus grande taille se retrouve à faire 58,4. Donc là, après ça, les calculs auront sans doute été faits chez Trek, mais il reste que, selon moi, la longueur du vélo, peut-être qu'il y a plus de possibilités de cockpit et de recul de selle sur les tiges de selle. Par contre, on a un étalonnage qui est moins grand. Le 62 cm, là, on ne retrouvera pas aucun top tube qui fait plus que 58,4 sur le 8e génération. C'est un peu geek, là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on était à 58,6 sur le 60 et on avait 59,8 sur le 62. Bref, le plus grand cadre de Trek Madden 2025 est significativement plus court que le plus grand cadre est significativement plus court que le plus grand cadre qu'on avait précédemment. Donc, est-ce qu'on va réussir à vraiment bien positionner les cyclistes de très grande taille et les cyclistes de très petite taille? C'est tout le temps ça le défi, OK? Dans notre travail à la clinique, puis même quand on enseigne nos formations, quand on donne la formation à des professionnels, à des gens en boutique vélo, le plus difficile lorsqu'on fait du positionnement cycliste, c'est les contraintes au niveau des vélos, les contraintes mécaniques, puis les populations qui sont difficiles à desservir, bien, c'est les gens qui sont dans une distribution normale, qui sont plus petits et qui sont dans la frange plus grande. Donc, ces gens-là sont en général mal desservis par l'industrie, sont en général oubliés par l'industrie cycliste et je pense que malheureusement, le Trek Madden 2025 8e génération, en passant de 8 tailles disponibles à 6 tailles disponibles, va contribuer à ce problème de positionnement pour les gens qui sont dans les extrêmes des grandeurs, autant petits que très grands. Donc, ça, c'est un peu encore une fois, c'est une information importante à comprendre parce que si on magasine ce vélo-là et qu'on est très grand puis qu'on n'arrive pas à être confortable sur le plus grande taille, bien, peut-être qu'il faudra regarder ailleurs. Même chose si on est une personne plus petite. Un vélo qui fait 51,7 de Effective Top Tube, c'est quand même un vélo qui est long. Donc, les gens qui vont mesurer, qui sont même pas si petits que ça, là, qui sont dans une distribution normale, mais ils vont être peut-être mal desservis. Puis si on ne réussit pas à leur choisir une potence plus courte, un plus petit guidon avec un recul de selle qui est adéquat, bien, ça se peut qu'il ne soit pas confortable, ce vélo-là. Donc, pour moi, ça a été une surprise quand même assez grande de voir la fusion de deux modèles qui est déjà une économie au niveau des coûts de production, mais d'autant plus de passer de 8 à 6 tailles, on se retrouve vraiment avec un produit qui, peut permettre de consolider les états financiers d'une compagnie, mais malheureusement, il y a des gens qui vont être oubliés dans le processus, puis ces gens-là, c'est des gens qui sont dans les extrêmes des tailles. Donc ça, c'est important pour moi de vous le mentionner. Si je continue en parlant de géométrie, parce que chez Trek, ceux qui sont un peu geeks de Trek, puis les gens qui aiment Trek, ils aiment Trek. Hein? Je les comprends, c'est des super bonnes garanties, c'est des bons vélos, c'est du bon service. Chez Trek, on avait les géométries de cockpit qui étaient H1, H2, H3. Bon, pour ceux qui ont fait ça, qui connaissent ça, ça veut dire que c'était avant les années 2021. On avait des hauteurs de cockpit qui étaient intéressantes. Moi, ça a été vraiment
à partir de mes formations de bike fitting en 2015, 2016, 2017. Puis quand j'ai commencé à enseigner, une des choses qu'on enseigne souvent dans nos formations, c'est l'importance d'avoir une géométrie qui est adaptée à la personne. Puis en ayant des géométries H1, H2, H3, H1, c'était une géométrie au niveau de la colonne de direction qui était petite. Donc, ça veut dire que ça donnait une géométrie qui était agressive. Donc, le cockpit, les gens étaient très bas vers l'avant avec un bon cockpit drop. Ils étaient dans une position plus agressive. Maintenant, avec l'arrivée, après ça, on avait la H2. Bon, la H2, c'était genre le médium saignant. C'était en l'entre-deux. Et on avait la H3 qui était la géométrie vraiment très relevée avec un cockpit qui permettait d'être dans une position plus endurance. Donc, on avait H1, H2, H3. Et à partir de 2021, Trek est arrivé avec sa géométrie H1.5 qui était comme un hybride entre un road race, puis une position très agressive, puis une position un petit peu plus route-endurance. Donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fusionné le nom de ce cockpit-là et à partir du Trek Madone 2025 8e génération, vous n'aurez pas accès à H1, H2, H3 parce que depuis 2021, ça n'existe plus. Vous allez avoir accès au cockpit qui est H1.5 qui a été renommé Road Race, donc la géométrie Road Race au niveau de la colonne de direction en avant. Ça veut dire que votre frame va avoir... ils ont encore une fois limité le nombre de tailles disponibles. Puis ça, il faut le réaliser. Là, quand il y avait la géométrie H1, H2, H3, ça faisait qu'avant les années 2021, mettons des années 2015 à 2020, on avait accès à des Trek Madone qu'on pouvait choisir d'avoir une géométrie très agressive, H1 qu'on voyait très rarement parce que c'était trop difficile d'accommoder des cyclistes amateurs avec cette géométrie-là. On les voyait souvent avec des H2 et des H3 qui étaient des colonnes de direction un petit peu plus longues, donc des positions un petit peu plus relevées pour le cycliste qui permettaient vraiment de faire un positionnement confortable plus facilement pour nos amateurs cyclistes qui pratiquent le vélo comme loisir. Donc ça, c'est très important. Ce changement-là au niveau de la géométrie a un impact significatif sur le positionnement. Et dans le fond, à partir du Trek Madone 2025, 8e génération, on se retrouve à avoir une géométrie H1.5 qui est Road Race et qui va permettre d'avoir un positionnement entre endurance et trail racing. Ça va être offert partout. Je continue avec quelques petites choses très importantes. Pardon. On se retrouve avec quelque chose de très important, la largeur des pneus. Ce qui est fascinant, c'est que là, on est vraiment rendu loin. Le Trek Madone 2025 permet d'accommoder des pneus 33 mm. C'est pas rien. C'est pas rien sur un vélo aéro. Ça prouve vraiment bien le changement qui s'est opéré dans les dernières années. Là, maintenant, vous pouvez acheter un vélo extrêmement haut de gamme, Trek Madone 2025, 8e génération, puis vous pouvez mettre des pneus de 33 mm. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que notre avantage aérodynamique, notre vitesse, au final, aura été prouvé scientifiquement plus rapide avec des pneus plus larges, d'autant plus que ça augmente le confort. Une des choses qui est intéressante, je pense, à mentionner, c'est le cockpit. Le cockpit du Trek Madone 2025 a été redessiné et ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver un petit peu surprises de ça, puisque le cockpit est plus fin. Donc, on se retrouve avec un cockpit qui est aéro, mais qui est aussi un petit peu moins aplati que celui qu'on a été habitué de voir sur les Trek Madone, très épais, avec vraiment un beau flat bar, une barre bien aplatie pour le confort pour les mains, et une transition aux cocottes sur le 2025 qui est un petit peu plus, disons, on ne s'attend pas à ça sur un vélo haut de gamme parce qu'on a mis, premièrement, on a mis un guidon avec, justement, qui est un petit peu plus étroit au niveau des cocottes et qui évase un petit peu plus large pour avoir une position plus aérodynamique, ce qui est vraiment dans les trends, dans les tendances du moment au niveau des cockpits. Mais on se retrouve à avoir plusieurs testeurs qui ont vraiment remarqué la différence au niveau de l'ajustement de la transition entre le guidon puis les cocottes, entre les leviers frein vitesse et le guidon, qui est un petit peu moins confortable parce qu'on a vraiment arrondi puis on a éliminé du poids. Donc, on est sur des cockpits qui sont un petit peu plus fins, des tubes qui sont un petit peu plus ronds, moins aplatis comme on était habitué. Puis, je pense qu'il y avait vraiment un élément de confort certain là, qui venait d'emblée avec les guidons qui sont plus aplatis. C'est quelque chose qui est recherché par la majorité de nos cyclistes. Une autre petite gorgée d'eau, les gourdes Physio Vélo, vous passez nous voir, on en a 500. Fait que 500, ça part vite. On en a déjà donné à quelques influenceurs, mais vous pouvez venir les chercher à la clinique qui sont disponibles. Donc, on continue avec notre guidon. Donc, le cockpit a été redessiné, un petit peu plus étroit.
comme on disait, un petit peu plus aéro, mais en tout cas, une des choses, c'est qu'il va falloir voir si le temps donne raison à Trek d'avoir choisi un guidon plus arrondi avec un petit peu moins de matériel. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du Madone SL, on a un guidon en 2 parties, donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie beaucoup lorsqu'on veut faire du positionnement. Le client, la cliente est toujours gagnante d'avoir une position qu'on peut modifier au niveau du cockpit en 2 parties, donc la potence et le cintre qui ne sont pas en monobloc, ce qui nous permet vraiment de faire des changements puis des combinaisons adéquates parce que le monobloc, j'en parlais encore récemment avec un client. Le problème d'un monobloc potence et cintre en un morceau, c'est que souvent, par exemple, la combinaison d'une potence courte avec un guidon large n'existe pas. Et l'inverse est aussi vrai parce que la potence très longue avec le guidon étroit n'est pas une option offerte parce qu'en général, ce qu'ils vont avoir assumé dans l'industrie, puis ce qui n'est pas faux non plus, c'est que la potence courte va avec le guidon étroit pour la personne de plus petite taille et le guidon plus large va avec la potence plus longue. Donc, moi, je ne recommande jamais un monobloc à l'achat si on n'est pas certain du positionnement parce que ça peut nous amener beaucoup de problèmes et surtout beaucoup de dépenses au niveau de la position qui va être à atteindre pour être confortable. Donc ça, c'est très important. Puis ensuite, dernière petite chose, je vous dirais, c'est peut-être le carbone qui est utilisé parce que là encore, je vais faire référence à l'épisode que j'avais fait avec Nicolas Côté sur la fabrication des cordes en carbone. Je vais vous mettre le lien. Vous pourrez aller voir ce podcast-là ou cette vidéo-là sur YouTube. Tous les podcasts sont aussi disponibles en vidéo YouTube d'ailleurs. Vous pouvez vous abonner. Donc, au niveau du carbone qui est utilisé, le carbone OCLV, c'est le carbone qui est utilisé chez Trek. On est passé du carbone OCLV 800 au OCLV 900, qui est 20 plus rigide. Ça fait quoi, ça? Bon, entre vous et moi, est-ce que je suis capable de voir la différence? Peut-être pas. Mais ce qui arrive, c'est que plus on a un carbone qui est rigide, plus ça nous permet de diminuer le poids et l'épaisseur du carbone. Puis là, ça me fait penser justement à l'épisode de fabrication des cordes avec Nicolas Côté que j'ai fait, qui est ingénieur. On parlait de l'impact, en fait, du compromis qu'il y avait à faire lorsqu'on faisait justement ce choix d'avoir une fibre de carbone qui est plus rigide. On peut diminuer l'épaisseur et malheureusement, le compromis qu'on fait, c'est souvent un compromis de résistance aux impacts. Donc, lorsqu'on se retrouve avec des carbones qui sont très rigides, très résistants, le manufacturier, pour diminuer le poids, par exemple, d'un Trek Madone 2025, pour enlever le maximum de poids et se rapprocher du poids d'un Emonda, on va se retrouver à avoir un cadre qui est plus mince et donc, à l'impact, va moins bien résister parce qu'on est vraiment sur une couche de carbone qui est plus mince et le carbone, c'est fait pour résister dans seulement une direction, dépendant de la direction des fibres, mais ça a toujours un compromis. Donc, ne sous-estimez pas, lorsqu'on parle de rigidité de carbone, ce qui se cache derrière ça, c'est peut-être le discours de dire on a pu amincir au maximum l'épaisseur des tubes. Et ça a un impact direct sur la résistance aux impacts. Et je pense que c'est à ne pas sous-estimer. Est-ce que le choix que vous voulez faire, c'est toujours d'avoir le vélo le plus léger ou vous préférez avoir un vélo pour lequel vous êtes confiant que malgré les aléas de la vie, ce vélo-là va résister aux petits impacts, par exemple, qui peuvent arriver lors d'une chute ou plus simplement lors du transport. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui se cachent derrière cette réflexion-là. Donc, le carbone continue d'être de plus en plus rigide. Par contre, le compromis, c'est que l'épaisseur des tubes devient de plus en plus mince. Et donc, ce qu'on laisse sur la table, c'est la résistance du carbone lui-même aux impacts. C'est sûr que le carbone travaille bien dans la direction pour laquelle il a été assemblé, qui a été fabriqué. Par contre, pour les autres directions, par exemple un impact direct, on se retrouve à avoir quelque chose de plus fragile puisque c'est beaucoup plus mince. Donc, je voulais encore une fois vous passer cette information-là pour que ce soit très éclairé comme choix si vous faites ce choix-là. Peu importe la marque, si vous choisissez un carbone très rigide pour avoir une économie de poids, ça vient au détriment de certaines choses. En finissant, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là sur la Trek Madone. Je trouve que c'est tellement un modèle fort qu'il fallait en parler parce que ça a changé beaucoup de choses dans l'industrie. C'est un bike qui a amené beaucoup de changements puis qui a amené la recherche et développement beaucoup de l'avant. Et je pense qu'il faut observer ça d'un œil critique parce que ce que je veux, moi, c'est que tous les cyclistes de la planète soient plus confortables. Et à travers cette mission-là, il y a la mission de former. On a déjà formé plus de 1500 personnes en bike fitting. Donc, ce savoir-là se distribue puis se perpétue puis se donne à des centaines, des milliers de cyclistes par année.
mais il y a aussi la mission d'éducation pour que les cyclistes soient en mesure de faire des meilleurs choix, puis des choix plus éclairés par rapport à l'industrie. Et ça, c'est ça l'objectif, de faire des missions d'éducation comme ça dans des podcasts ou dans des vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc ça, c'est très important. Je finis l'épisode en vous parlant d'une chose qui est très, très, très importante puis qui ressortait beaucoup dans les critiques sur le Trek Madone 2025. Alors, une autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous voulez vous acheter un Emonda, c'est encore disponible. Vous pouvez vous acheter un Emonda en aluminium. Donc, ils vont garder les vélos Emonda en aluminium sur le marché pour avoir des prix plus accessibles sur une partie de leur vélo. Un Emonda en aluminium, un excellent vélo, une excellente géométrie, peut-être un choix judicieux pour un vélo avec une géométrie très racing. Je vais faire le lien avec ce que je voulais vous dire comme dernier point. J'ai beaucoup de patients, en clinique de patientes et patients qui m'ont parlé de la différence. En fait, ce qui ressortait beaucoup, c'était toujours la même chose. C'était le Madone est un vélo extrêmement confortable. C'est le vélo le plus confortable que j'ai eu. Et l'autre chose qui ressortait avec les Monda, c'est le vélo le plus racing que j'ai eu. Donc, on avait deux comportements routiers qui étaient différents de manière intentionnelle, puisqu'on desservait deux segments de marché différents. Mais ce qui arrive avec le... Puis là, c'est mon dernier point, c'est sur ça que je vais conclure. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Abonnez-vous au podcast, partagez-le avec vos amis geeks. Si c'est trop geek, dites-moi-le, mettez-le en commentaire, envoyez-nous un DM sur Instagram, un commentaire sur YouTube ou peu importe. On est vraiment content de toujours discuter avec vous, puis c'est toujours très constructif. Le dernier point, c'est ça. C'est que dans les commentaires qu'on a lus un peu partout sur les reviews du Trek Madone, c'est qu'il y avait toujours la question de ce vélo-là, 8e génération, Trek Madone 2025, 8e génération, est extrêmement confortable, il est extrêmement rapide, il est extrêmement smooth, confortable à rouler, mais est-ce que c'est toujours ça qu'on veut? Je trouvais ce point-là très intéressant parce que les gens qui font des reviews de bike ont la chance de rouler énormément de vélos. Mais est-ce qu'on veut toujours être plus confortable sur un vélo ou de temps en temps, ce qu'on veut, c'est un vélo qui est agile, qui est vivant, qui est rigide, puis qu'on peut amener, qui nous amène à nous dépasser sur la route avec un comportement routier légèrement agressif qui fait que dans un critérium, par exemple, on se dépasse versus un vélo qui est très, très smooth, qui nous permet d'aller vite, bien, en général, l'expérience cycliste, puis je vous encourage à écouter les podcasts que j'ai faits avec Andreas sur la mécanique cycliste, les géométries, etc. On a eu une super belle discussion sur ça, au final, là, un vélo, ce qu'on veut, c'est que ça nous fasse vivre des émotions. On veut avoir du plaisir à faire du vélo. Puis comment un vélo se comporte, le comportement routier, de prendre un virage, de sortir d'un virage, c'est très, très, très instinctif. C'est très, 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 en fait, émotif. Puis c'est au niveau des sensations. Donc, une des choses, je pense, qu'il faut retenir, qui est peut-être à prendre en considération, c'est qu'en faisant la fusion du modèle Trek Madone et Trek Emonda, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le choix de garder un vélo qui est rapide, qui est smooth, qui est confortable, au détriment peut-être de la petite frange plus marginale des cyclistes qui veulent un vélo de critérium extrêmement nerveux, qui était le Emonda. Donc, rest in peace, Emonda, welcome, Madone 2025. J'ai hâte d'en voir en clinique, j'ai hâte de faire le positionnement puis d'avoir l'opportunité de voir ces magnifiques vélos. Vous l'avez vu sur le thumbnail de l'épisode, c'est un vélo absolument magnifique qui fait tourner les têtes et pas sans raison. C'est un magnifique vélo, donc ça demeure positif. J'aime le Trek Madone. Mais maintenant, je pense que vous repartez d'ici en étant un petit peu plus éduqué et c'est toujours ma mission, c'est de se coucher moins niaiseux. De se coucher moins niaiseux, comme on dit au Québec. Je me suis couché moins niaiseux à soir. Fait que j'espère que j'ai réussi à vous aider à vous coucher moins niaiseux, un peu plus éduqué, un peu plus autonome et un peu plus conscient de l'impact que les fabricants de vélos ont sur votre pratique cycliste. Alors, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci de votre confiance. C'était un plaisir d'être avec vous. Ciao!